va parler numérique et environnement. On l'a bien compris que c'était pas deux mondes antinomiques, ils cohabitent désormais. Alors le premier, ça aussi on l'a évoqué, il n'est pas neutre pour le second. On le sait désormais, l'empreinte carbone du digital, elle est non négligeable et puis ça va pas en s'arrangeant, donc sa sobriété doit être pensée. Et pour autant, les données sur l'environnement sont un matériau inestimable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Conseil national du numérique a rendu un avis en juillet dernier pour définir un statut pour ces données, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, et faire en sorte évidemment qu'elles soient mises au service de l'intérêt général. Pour nous en parler, nous recevons à présent un ancien agriculteur passionné de numérique. Il est membre du Conseil national du numérique. Il est aussi président du groupe Établière et cofondateur de Digital Africa, Hervé Pillot. Je te laisse le pupitre. Bonjour, merci Gaël et merci à mes deux prédécesseurs qui ont parfaitement adressé le tableau. Je voudrais parler avec Christian de Pertuis d'agroécologie. On en parlera tout à l'heure parce que je pense que le mot est un peu galvaudé. Il y a quelqu'un qu'on oublie là-dedans qui a été un peu le fondateur, qui était Michel Griffon, qui l'avait appelé l'agriculture écologiquement intensive, qui est, je pense, plus la base encore de tout ce qui se passe. Effectivement, le numérique et l'environnement sont deux des enjeux fondamentaux qui vont forger l'avenir de nos sociétés. L'environnement, on nous l'a dit, est désormais considéré comme un des piliers fondamentaux du développement durable, et le numérique représente la plus formidable invention de l'homme depuis des millénaires, au point que l'homme ne peut plus considérer son usage toute chose égale par ailleurs. Il n'est plus temps de penser numérisation des paradigmes existants, c'est ce qu'on nous a dit également, mais bien de penser de nouveaux paradigmes par le numérique où l'homme et l'environnement tiendront une place prépondérante. C'est ce que Philippe Lemoine nous a dit. Des moyens nouveaux, un environnement qui convient de considérer et par-dessus tout des hommes face à un avenir commun à construire. Tel est le tableau des enjeux qui lient l'environnement et le numérique. Notre avenir sera impacté durablement par la manière dont nous abordons la phase de transition dans laquelle nous sommes, et notre ambition doit être de relier concrètement transition écologique et transition numérique. On pourrait facilement se demander si ces transitions ne sont pas antinomiques en opposant d'un côté un désir de ralentir le rythme, de freiner notre consommation énergétique, et de l'autre une industrie véloce, un secteur florissant, toujours plus gourmand en espace de stockage et en batterie. Pourtant, ce sont ces tensions qui les lient. Si le numérique ne prend pas la mesure du défi environnemental auquel il fait face, la transition environnementale risque de patiner. De même que si ces problématiques ne sont pas réglées, la transition numérique ne pourra s'installer durablement. Si une conception commune voudrait que le numérique soit considéré comme un outil immatériel dont on pourrait faire un usage illimité, il en demeure tout aussi vrai qu'il est nécessaire de se préoccuper des consommations grandissantes en matière d'énergie, de métaux précieux et de terres rares. L'accent doit donc être mis sur la sobriété numérique tout au long de la chaîne, de fabrication des outils numériques jusqu'à leur recyclage en passant par la production de services et la consommation énergétique. Dans le même temps, le numérique doit être vu comme un outil à mettre au service de la transition environnementale. À ce titre, les exemples ne manquent pas, de l'agriculture connectée à la protection de la biodiversité en passant par la mobilité ou l'aménagement du territoire. Les transitions nécessaires dans tous ces secteurs doivent être pensées et mises en œuvre avec le numérique. Si la société qui se construit grâce, entre autres, aux formidables opportunités offertes par le numérique devra tenir compte des impacts environnementaux de l'Anthropocène, elle devra le faire en donnant à chaque femme et à chaque homme la possibilité d'agir et de rester maître de sa capacité à penser, décider et finalement agir en toute connaissance de cause. C'est la troisième voie que la France et l'Europe doivent soutenir, celle d'un numérique conforme à nos valeurs et nos principes européens. C'est une réelle opportunité économique et sociétale qui se décline en 3 chantiers: réduire l'impact environnemental du numérique, mobiliser le potentiel du numérique au service de la transition écologique et solidaire et accompagner la société dans son ensemble vers un numérique responsable. Tout doit être mis en œuvre pour favoriser la rencontre des acteurs afin de mettre la transition numérique au service de la transition écologique et de créer un cadre national et européen cohérent et attractif
pour les projets d'intérêt général sur la convergence des transitions numériques, écologiques et solidaires. Numérique et environnement sont les deux faces d'une même médaille qui ne se gagnera qu'en équipe. Les données, leur production, leur accès, leur valorisation joueront un rôle crucial dans cette transition que nous voyons s'esquisser. Ces données sont à la fois la source et le produit de la connaissance. La donnée est un bien non rival, sa consommation n'altère pas sa disponibilité. Elles sont désormais au cœur des processus d'innovation. Les chercheurs, les entrepreneurs et les décideurs publics s'y réfèrent pour comprendre, anticiper et gérer les problèmes. Le potentiel de l'usage des données est immense et justifie que l'on parle d'une véritable économie de la donnée. En matière environnementale, elles sont au cœur du processus permettant de concilier performance économique, avancée sociale et la préservation de l'environnement, sous la forme notamment de services numériques. Le domaine de l'agriculture connectée ou encore celui de l'énergie transformée par les smart grids en témoignent. Le potentiel de l'usage de ces données est immense et justifie que l'on parle d'une véritable économie de la donnée nourrie par l'intérêt général. Celle que l'Union européenne appelle de ses vœux. Observation de la Terre, analyse des changements climatiques, gestion des ressources, les enjeux sont multiples. Dans son rapport sur l'intelligence artificielle, afin de créer un environnement favorable pour les entreprises et les chercheurs européens, le député Cédric Villani plaide pour une intervention de la puissance publique afin de mener une politique de la donnée offensive qui vise à favoriser son accès, son partage et sa circulation. Dans cet objectif, la politique d'ouverture des données publiques doit être renforcée et l'État doit contribuer à la constitution de communs de la donnée, de plateformes de partage de données entre acteurs économiques d'un même secteur. Ce rapport préconisait d'ouvrir les données détenues par les acteurs privés dans 4 secteurs particulièrement clés, la santé, la mobilité, l'environnement et la défense, à des fins de recherche et d'intérêt général. Au niveau national, la catégorie de données d'intérêt général a été consacrée par la loi pour une république numérique et recouvre les données qui sont de nature privée, mais dont la publication peut se justifier en raison de leur intérêt pour améliorer les politiques publiques. Au niveau européen, la Commission européenne a fait de la protection de l'environnement une de ses priorités pour 2019-2024. Si les directives sur l'information environnementale et l'information géographique prévoyaient déjà l'ouverture des informations liées à l'environnement, l'économie de la donnée apparaît désormais comme un pilier crucial pour concrétiser les ambitions du Pacte vert pour le climat. Au Conseil national du numérique, dans l'avis que nous avons remis à la ministre de l'Environnement et au secrétaire d'État au numérique sur les données environnementales d'intérêt général, nous plaidons en faveur d'une généralisation de la qualification explicite en données d'intérêt général des données environnementales produites dans un cadre privé par les associations, les entreprises et les citoyens. Il serait, à notre avis, plus pertinent de créer une catégorie unique de données d'intérêt général indépendamment du régime de production ou de propriété. D'autant que la coproduction de données devient une modalité caractéristique de nombreux projets touchant à l'environnement. Une telle qualification implique, en tout cas, un régime d'ouverture avec toutes ces manifestations que sont l'accès, le partage, la diffusion ou encore la circulation. Pour autant, l'intérêt général est une notion ambivalente qui peut aussi justifier des formes de rétention des données. La crainte de l'utilisation pour des intérêts militants, de surveillance, d'espionnage ou le pillage des données à des fins économiques est réelle et ne doit pas être sous-estimée. Dès lors, comment aller plus loin pour donner corps à la vocation naturelle de certaines données dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la mobilité, de la sécurité, à privilégier l'intérêt général impliquant l'ouverture? Il est nécessaire de mobiliser d'abord des fondamentaux conceptuels. En premier lieu, celui du patrimoine commun de l'humanité. C'est vrai pour l'environnement et dans une certaine mesure, on peut étendre la notion à la santé, la sécurité et la mobilité. En ce qui concerne l'environnement, le lien entre les données et cette notion de patrimoine commun est déjà naturel pour les fonds marins et leurs ressources, par exemple. À l'issue de nos travaux et de nos auditions, nous considérons au Conseil du numérique que cette notion de patrimoine commun devrait être renforcée dans la perspective de transmission aux générations futures. La notion connexe de commun, quant à elle, peut constituer un fondement pour la gestion des données relevant de l'intérêt général. Comme le dit Alain Ambroisi dans Le bien commun est sur toutes les lèvres,
La notion de commun peut être mobilisée chaque fois qu'une communauté de personnes est animée par le désir de prendre en charge une ressource dont elle hérite ou qu'elle crée et qu'elle s'auto-organise de manière démocratique, conviviale et responsable pour en assurer l'accès, l'usage et la pérennité dans l'intérêt général, dans le souci du bien vivre ensemble et du bien vivre des générations à venir. C'est formidable, on dit comme ça. Cette approche des communs repose sur un triptyque combinant une ressource partagée, une communauté d'utilisateurs et de producteurs ou de producteurs de cette ressource, et enfin, des règles organisant sa gestion. La théorie des communs, conceptualisée par Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie 2009, et son application au numérique s'inscrit, quant à elle, dans une perspective de développement durable, dans le sens du mode de gestion des ressources limitées. En effet, Ostrom apporte la démonstration que dans certaines circonstances, des communautés sont capables de s'auto-organiser pour trouver ce qu'elles nomment des arrangements institutionnels, c'est-à-dire pour elles des systèmes de règles capables de garantir l'usage et la préservation des ressources dans le temps, parfois de manière plus efficace que le marché ou l'État. Dans le cas des données, la difficulté ne tient pas à leur caractère limité, elles ne le sont pas, mais dans leur caractère privatif, qui en limite l'usage, donc qui les limite. La notion de commun n'est pas un fondement juridique, mais peut constituer un modèle pour la gestion des données d'intérêt général. Pour illustrer ce qui est possible en la matière, nous pouvons nous appuyer sur ce qui est en train de se mettre en place, ce que met en place la communauté agricole en France à travers d'API Agro et Numagri. Comme le souligne Renaissance numérique, les données agricoles constituent des communs qui doivent ou devraient être accessibles à tous les acteurs de la fourche à la fourchette. Elles sont au carrefour de 3 éléments caractéristiques de l'intérêt général, l'environnement, la santé et la sécurité, en l'occurrence au moins la sécurité alimentaire. Cependant, il n'existe pas de choses qui soient communes par nature, car c'est toujours de la décision d'un groupe humain que procède l'institution d'une ressource sous forme de bien commun. Si les groupes sociaux peuvent revendiquer de constituer comme un commun telle ou telle ressource, ou s'auto-organiser pour en prendre soin par eux-mêmes, c'est souvent sur le terrain du droit que la lutte finit par être portée pour obtenir la consécration juridique du commun. L'articulation entre les communs et l'action publique est donc essentielle à la mise en place de communs du numérique et les pouvoirs publics seraient avisés de jouer un rôle de catalyseur en fournissant une aide déterminante à la constitution de communs sur les données d'intérêt général pour trouver à chaque situation et chaque territoire des formes adaptées. Il en va de notre souveraineté. C'est la raison pour laquelle la création d'un statut des données d'intérêt général devrait s'inscrire dans un cadre global européen. Cela permettrait de lever des difficultés juridiques nationales faisant obstacle à une approche transversale et d'assurer une application équitable de la législation sur les données d'intérêt général au sein de l'Union européenne. C'est donc bien à tous les échelons politiques qu'il convient d'agir. L'Europe pour fixer le cadre, l'État pour définir les règles et au cœur des territoires pour la mise en œuvre. L'ouverture des données, sous-entendue par le statut d'intérêt général, ne peut être acceptable et efficace que si elle est conciliée avec les exigences de leur maîtrise et les principes éthiques et techniques. La notion de souveraineté, notamment sur le plan technique, est un élément prépondérant. On ne peut plaider pour l'ouverture des données sans prendre en considération les freins et les limites. La volonté de maîtriser les données peut s'appuyer sur des motifs tout à fait légitimes, même si des abus sont fréquents. Il est nécessaire de sécuriser juridiquement les acteurs souhaitant partager des données personnelles à des fins d'intérêt général, d'autant que ces données peuvent relever du régime de la propriété intellectuelle. En outre, le droit des affaires peut être invoqué pour refuser l'ouverture des données si elles ont une valeur commerciale effective et potentielle. La maîtrise des données constitue désormais une métacomposante de la souveraineté numérique qui impose la localisation des données à différentes échelles, locales, nationales ou européennes. À ce titre, sans vouloir distribuer les bons et les mauvais points, nous devons nous féliciter du choix par API Agro de partenaires techniques européens, à contrario de ce qu'a fait Health Data Hub, qui a privilégié une solution venue d'outre-Atlantique. Pour autant, Health Data Hub fonctionne très bien, mais on n'a pas vraiment maîtrisé ce point-là, malgré qu'on puisse nous rétorquer que les choix sont réversibles à tout moment. Il n'en demeure
pas moins que le cœur du métier des sociétés qui assurent l'hébergement et le traitement de masse des données est justement d'ajouter des fonctions propriétaires fidélisant leurs clients, les dissuadant ainsi, même si ce n'est pas le seul but, de migrer vers d'autres plateformes. La question de la dépendance technique est centrale. Les géants du numérique ont bien compris l'enjeu de se pencher à titre privé sur ce qui relève pourtant de l'intérêt général. Le recrutement de chercheurs en masse et l'association avec de grands groupes traditionnels de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, ainsi que le soutien aux start-up par des offres commerciales agressives, représentent une concurrence avec la recherche publique qui ne va pas forcément dans le sens de l'intérêt général. Comme le montre l'exemple du big data dans le domaine agricole, l'agriculteur est placé au cœur du processus d'innovation, à condition de lui assurer la maîtrise des données. Il ne pourra pas le faire seul. Il est donc préférable de privilégier des communs pour mettre en place des plateformes que de s'appuyer sur des plateformes certes performantes, mais dont les intérêts privés pourraient réduire demain des pans entiers d'une profession à des travailleurs de plateformes dépossédés de leur capacité de décision. Dans ce cas précis, l'intérêt général et l'intérêt privé se rejoignent. La reconnaissance du statut de la donnée d'intérêt général, que ce soit pour l'environnement, la santé, la sécurité et même la mobilité, nécessite donc l'adoption de capacités de traitement des données conformes à la souveraineté, au principe de protection des données et de sobriété numérique. La reconnaissance des données d'intérêt général suppose donc de créer des écosystèmes souverains incluant les données, l'infrastructure et les algorithmes capables de mobiliser l'intelligence collective au profit du bien commun. Cet écosystème doit encourager les échanges de données publiques et privées, offrir une protection de la confidentialité et de la sécurité des données, tout en comprenant des garanties de qualité. Le régime d'ouverture des données d'intérêt général implique également la prise en considération de la lisibilité et de l'interopérabilité des formats et des données. L'interopérabilité, la qualité des données ainsi que la structure, leur authenticité et leur intégrité sont essentielles pour le partage des données. Les auditions que nous avons réalisées au Conseil du numérique, dont GS1 a fait partie, ont confirmé la nécessité d'élaborer des standards de données afin que chaque producteur de données puisse émettre une donnée utilisable et réutilisable facilement. L'absence de standards rend souvent les données inexploitables et nécessite un traitement supplémentaire, ralentissant considérablement leur usage. Néanmoins, l'interopérabilité représente un coût, ce qui implique l'allocation de moyens financiers substantiels. Il y a des choix stratégiques qui doivent être faits, notamment dans le souci du respect de l'environnement. Ne vaut-il pas mieux favoriser l'interopérabilité que de laisser se multiplier les objets connectés ? On a parlé de régulation tout à l'heure, je pense que c'est un élément qui en fait partie. Il en va de même pour les capteurs et tous les autres vecteurs produisant des données quasi identiques, sous des formats légèrement différents, interdisant leur interopérabilité, sous un faux prétexte de protection de la propriété intellectuelle. Une chose est sûre, la multiplication de la production de données identiques est génératrice de consommation d'énergie, de métaux précieux et de terres rares, sans compter également l'amoncellement de déchets par manque de filières organisées de recyclage. Le choix de l'interopérabilité est donc bien un choix politique qui justifie l'adoption d'un véritable statut d'intérêt général pour toutes les données quand l'intérêt privé peut ou doit se soustraire à l'intérêt commun. C'est bien une troisième voie du numérique, fondée sur nos valeurs communes européennes, qui mérite d'être privilégiée pour que nous puissions bénéficier de toute la place qui doit être la nôtre dans la construction du monde qui vient. Cette troisième voie repose sur un triptyque à la fois politique, juridique et technique, une volonté d'agir en commun, seule capable de nous permettre de lutter à armes égales avec nos concurrents, des règles permettant la fluidité de la donnée nécessaire à l'optimisation de leur utilisation et la construction d'une industrie numérique puissante, fondée sur l'intelligence artificielle et des infrastructures souveraines au niveau européen. Je vous remercie.